J'ai acheté un fauteuil roulant d'une valeur de 2 500 $ à mon beau-père après son opération. Au dîner, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rendez-le. Je préférerais ramper plutôt que de connaître une salope. » Tout le monde a ri, même mon mari. J'ai débarrassé les assiettes, j'ai rapporté le fauteuil et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, leurs caméras de sécurité ont capté quelque chose qu'ils ne pourront jamais expliquer. Quand je me suis mariée dans sa famille, j'ai su que je n'y avais pas ma place. Pas dans ce « elle est différente mais on l'aime », mais dans ce « on la tolère parce qu'elle est utile ». J'étais la femme qui réparait, qui organisait, qui payait. Et pendant un temps, j'ai cru que c'était de l'amour. Mon mari, Caleb, est l'aîné de 2 garçons. Ses parents sont du genre à penser que les femmes doivent se taire, servir le dîner et remercier d'être autorisées à la table. Je ne viens pas de là. J'ai été élevée pour travailler dur, pour parler, et pour ne pas accepter les miettes. Mais j'ai fait des compromis pour Caleb, pour la paix. Son père, Victor, ne m'a jamais aimé. Il me trouvait trop direct. Il a dit un jour à Caleb, « Tu n'as pas épousé une femme. Tu as embauché une manageuse. » Je l'ai entendu une fois à travers la porte. Caleb n'a rien dit. Victor était le genre d'homme qui rendait les gens nerveux sans élever la voix. Il n'avait pas besoin de crier. Il suffisait de fixer et les gens cédaient. Quand il a eu son opération de la hanche, personne ne s'est porté à son aide. Ni sa femme, ni son plus jeune fils, pas même Caleb. Tout le monde trouvait des excuses. Ils disaient qu'ils étaient occupés. Ils avaient du travail. La maison était trop loin. Alors, je l'ai fait. J'ai organisé les visites de l'infirmière post-opératoire. J'ai géré son traitement médicamenteux. J'ai rempli leur frigo. J'ai appelé l'assurance pour m'assurer qu'il couvrirait sa rééducation. J'ai tout fait en silence. Je n'ai pas demandé de remerciements. J'espérais juste qu'il me considérerait comme quelqu'un sur qui il pouvait compter. Le fauteuil roulant était la dernière pièce. Son médecin a dit qu'il lui en fallait un avec un bon soutien, quelque chose qui réduirait la pression sur sa colonne vertébrale et améliorerait sa posture. La chaise standard que l'hôpital lui a donnée n'était pas suffisante. L'assurance ne couvrait que le minimum. Alors, j'ai fait des recherches. J'ai appelé des fabricants. Je suis allé dans des showrooms. J'en ai trouvé un léger, électrique, avec des coussins en mousse à mémoire de forme. Il coûtait 2482 $ après taxe. J'ai payé la totalité avec mes propres économies. C'était l'argent que j'avais mis de côté en silence pour une FIV. Caleb ne savait même pas que j'avais commencé à y penser. Je voulais juste être prête au cas où. Ce soir-là, je l'ai apporté. Nous dînions chez eux, comme nous le faisions une fois par mois. Je l'ai fait rouler à travers la porte d'entrée pendant qu'il dressait encore la table. Sa mère avait l'air confuse. Caleb a juste dit, « C'est celui que tu as choisi ?» J'ai dit, « Oui. » Je lui ai dit que c'était un cadeau. J'ai ajouté, « Ça devrait l'aider à se déplacer plus facilement dans la maison. » Victor a regardé le fauteuil pendant peut-être 5 bonnes secondes, puis m'a regardé comme si je lui avais donné un animal mort. « Rendez-le, » a-t-il dit. Je préférerais ramper plutôt que de connaître une salope. Il l'a dit lentement, clairement, pour que tout le monde entende. Je me suis figée. J'ai attendu que quelqu'un parle. J'ai attendu que Caleb dise quelque chose. N'importe quoi. Il a souri, a regardé son assiette. Sa mère a gloussé discrètement. Son frère a dit, « Merde, papa. » Mais personne ne lui a dit d'arrêter. Personne n'a dit que c'était mal. J'ai senti mon visage brûler. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis juste levée, suis allée dans la cuisine et ai commencé à débarrasser les assiettes une par une, comme si rien ne s'était passé. Caleb ne m'a pas regardé. Il a continué à manger. Quand j'ai eu fini, j'ai ramené le fauteuil roulant dehors, je l'ai plié et mis dans mon coffre. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis partie en voiture. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai réservé un hôtel à 2 villes de là et me suis enregistrée pour la nuit.
Je me suis allongée sur le lit, entièrement habillée, et j'ai fixé le plafond jusqu'au matin. Au lever du soleil, j'avais fini d'espérer qu'il me respecterait un jour. Je me suis souvenue de ce que Victor avait dit de moi une fois. Elle se comporte comme si elle était meilleure que nous parce qu'elle a un diplôme. Je n'en ai pas. J'ai 2 emplois. J'ai des dettes. Mais j'ai géré toutes les factures de Caleb. J'ai fait nos impôts. J'ai suivi chaque réclamation d'assurance. Il ne connaissait même pas les mots de passe de ses propres comptes. Il disait toujours, tu es doué pour ces choses-là. Ce matin-là, j'ai vérifié tous les comptes partagés. J'ai déplacé mes dépôts directs vers une nouvelle banque. J'ai vidé l'épargne commune. C'était la mienne. J'y avais contribué à 91% au fil des ans. J'avais les relevés pour le prouver. Puis j'ai vérifié l'application Ring sur mon téléphone. J'avais toujours un accès invité aux caméras de Victor. Je l'avais utilisé pendant sa convalescence pour surveiller les livraisons et les visites de l'infirmière. Ils avaient oublié de révoquer. J'ai regardé en direct alors que Caleb se tenait sur leur porche dans les mêmes vêtements que la veille au soir. Il avait l'air agacé, pas inquiet. Sa mère a ouvert la porte et lui a donné un café. Ils ont parlé quelques minutes. Il a dit que je faisais probablement la tête. Elle a dit qu'elle avait toujours été hautaine. Puis Victor a crié de l'intérieur, bon débarras. J'ai regardé tout cela en silence. Aucune réaction. Puis j'ai ouvert le coffre-fort dans leur dressing. Victor m'y avait donné accès il y a 2 ans quand sa comptabilité était devenue compliquée. Je m'étais occupé de ses reçus de fournisseurs et de ses impôts pendant 2 ans gratuitement. Il a dit que j'étais organisée. Ce qu'il voulait dire, c'est, tu feras le sale boulot. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient tous les vieux documents qu'il ne voulait jamais que personne ne voie. Factures manuscrites, revenus non déclarés, déductions louches. J'avais scanné la plupart d'entre eux quand je l'aidais. Je les avais toujours sur une clé USB, alors j'ai fait une nouvelle série de copies. Je ne les avais pas encore envoyées. Je me préparais. Cet après-midi-là, j'ai demandé le divorce. Quand j'ai servi les papiers à Caleb, il avait l'air sincèrement confus. Tu es sérieuse? Pour un fauteuil? Je n'ai pas répondu. L'avocat que j'ai engagé était perspicace. Elle m'a aidé à obtenir un gel temporaire du compte hypothécaire, de sorte qu'il ne puisse pas refinancer sans mon consentement. J'avais payé la compte avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Je n'avais jamais ajouté le nom de Caleb au titre. Il ne l'avait jamais remarqué. J'ai déménagé 2 jours plus tard. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien posté en ligne. Je ne l'ai pas sali publiquement. J'ai juste disparu de leur vie. Puis la semaine dernière, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était Caleb. Sa voix tremblait. Leur maison avait été cambriolée. Rien n'avait été volé. Aucune effraction. Mais le fauteuil roulant que j'avais pris, il était dans leur salon, boueux, rayé. Face au fauteuil inclinable de Victor, l'alarme de la maison ne s'était pas déclenchée. Les images de Ring montraient un mouvement près du patio arrière, une ombre, quelqu'un se déplaçant prudemment, silencieusement comme s'il connaissait la disposition, le timing, les angles morts. Je n'ai pas beaucoup parlé au téléphone, j'ai juste demandé si tout le monde allait bien. Il a dit que oui. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je regardais leurs images, que je connaissais le code d'alarme, que je savais quelle fenêtre ne se verrouillait pas. Je n'ai rien cassé. Je ne suis même pas entrée. J'ai juste rendu un cadeau, et ce n'était que le début. Après cet appel, je n'ai plus vu de nouvelles de Caleb pendant une semaine. Je pensais qu'il reviendrait en rugissant ou qu'il deviendrait silencieux. Il a fait les 2. Je l'ai vu sombrer de loin. Il a changé les mots de passe de nos comptes de streaming. Il a annulé mon identifiant Spotify. De petites choses. Puis il s'est présenté à mon travail. Il a attendu dans le parking jusqu'à la fin de mon service. Je l'ai vu debout près de ma voiture, les bras croisés, essayant d'avoir l'air en colère. J'ai continué à passer devant lui. Il a dit, « Alors, tu continues à jouer ?» Je n'ai pas répondu. Il m'a suivi en marchant. Il a dit que j'avais humilié sa famille.
Il a dit que son père était traumatisé et paranoïaque maintenant. Il a dit que sa mère avait du mal à dormir. Que son frère pensait que quelqu'un avait jeté un sort à la maison. Je me suis arrêtée et les regardé. Tu as laissé ton père m'insulter devant tout le monde, ai-je dit, et tu as ri. Il n'a rien dit après ça. Il est resté là. Je suis montée dans ma voiture et suis partie. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du plus jeune frère de Caleb, 3. Il était ivre, marmonnait. Il a dit qu'il m'avait toujours mieux aimé. Il a dit que j'aurais dû épouser quelqu'un avec une colonne vertébrale. Puis il m'a dit que Caleb était retourné vivre chez ses parents. La maison était tendue, a-t-il dit. Victor gardait une batte près de la porte. Ils avaient recouvert la caméra avant avec du ruban adhésif. Ils avaient débranché le système Ring. Sa mère brûlait de la sauge. Ils pensaient que quelqu'un venait pour eux. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé divaguer. Une semaine plus tard, la lettre de l'IRS est arrivée. Pas pour moi, pour eux. Je n'ai pas envoyé les documents fiscaux directement. Je les ai donnés à quelqu'un d'autre, une ligne d'information anonyme. Je savais comment le faire d'une manière qui ne pouvait pas être tracée. J'avais pris des captures d'écran, enregistré mes propres emails de travail avec Victor, sauvegardé des copies de paiement qui ne correspondaient pas au relevé bancaire. Rien de faux, juste la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que l'audit frappe aussi vite, mais c'est arrivé. Victor a essayé de blâmer son comptable. Il a dit que j'avais dû tout gâcher, mais je n'avais rien signé. J'avais accès, mais pas le contrôle. Il n'a jamais rien déposé par mon intermédiaire. Je me contentais d'organiser son désordre. Maintenant, il recevait des lettres, des emails, des appels. Un homme qui avait passé des décennies à tricher le système se retrouvait soudain sous les feux des projecteurs et il paniquait. Il a appelé Caleb, lui a dit de me faire arranger les choses. Caleb m'a envoyé un texto, on peut parler? Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre, tu détruis des vies pour une blague. J'en ai envoyé un en retour, tu as détruit un mariage par le silence. Puis je l'ai bloqué. 3 jours plus tard, quelqu'un a essayé de s'introduire dans mon nouvel appartement. Ils ne sont pas entrés. La porte était renforcée, mais la tentative était désordonnée. Gratter à la serrure, empreinte boueuse. Quelqu'un a essayé de forcer le loquet avec un tournevis. J'avais mes propres caméras. De nouvelles, de meilleures. L'homme sur les images portait des gants et un sweat à capuche. On ne voyait pas son visage, mais j'ai reconnu sa démarche. J'ai reconnu la façon dont il donnait des coups de pied dans le paillasson. Caleb faisait toujours ça. Une petite habitude nerveuse. Un coup de pointe de pied avant d'entrer, ça m'a toujours agacé. Je n'ai pas appelé la police. J'ai fait une autre sauvegarde des images. Je les ai envoyées à mon avocate au cas où. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé 3. Il a répondu tout de suite. Il avait l'air surpris. J'ai demandé si Caleb avait bu récemment, s'il avait été en colère. 3 a dit que oui. Il a dit qu'il avait été bizarre. Il a dit qu'il disparaissait certaines nuits et revenait en sueur, paranoïaque. Il a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai déposé un autre paquet chez eux. Pas de mots, juste une petite boîte. À l'intérieur, les papiers de garantie du fauteuil roulant, une liste imprimée des coûts détaillés, et une photo, une image granuleuse extraite de leurs propres images Ring. Le soir où le fauteuil est revenu, Victor m'a appelé le lendemain matin. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas insulté. Il a juste dit, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je n'ai pas répondu parce que ce n'était plus ce que je voulais. C'était ce qu'il commençait à craindre. Après l'appel de Victor, les choses se sont calmées. Trop calmes. Pas de texto, pas de mails, pas d'apparitions aléatoires, pas de surprises au travail. Je n'ai plus reçu d'alerte de leur caméra de maison. Je suppose qu'ils ont finalement réalisé qu'ils étaient dépassés. Mais je me trompais. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas dactylographiée, manuscrite, négligée, en colère. Elle ne venait ni de Victor ni de Caleb.
Elle venait de la mère de Caleb. Elle m'a dit que je déchirais la famille. Que son mari était de plus en plus malade à cause du stress. Que l'IRS se renseignait maintenant sur une deuxième entreprise que Victor avait gardée cachée, quelque chose qu'elle ne savait même pas. Elle a écrit que j'étais froide, impitoyable, vindicative. Mais ensuite, en bas, en lettres négligées, elle a supplié. Elle m'a demandé d'arrêter. Elle a dit que Victor avait eu des douleurs thoraciques la nuit précédente. Que les médecins lui avaient conseillé de rester calme. Elle ne s'est pas excusée. Pas une seule fois. Ni pour l'insulte. Ni pour avoir ri. Ni pour avoir élevé un fils qui est resté et a regardé. Elle a juste supplié pour le calme. Et cela m'a tout dit. Il s'effondrait. Et Caleb? Il était introuvable jusqu'à ce qu'un matin, je reçoive une alerte de mon ancien Conti Cloud, un que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. J'avais oublié qu'il était encore connecté au MacBook partagé dans notre maison. Il ne l'avait pas effacé et voilà, un fichier PDF intitulé « Option de contrat de mariage Mars Brouillon ». Je l'ai ouvert. C'était un document scanné, pas le nôtre. De ses frères, 3 et sa petite amie. Il s'avère que Caleb avait aidé 3 à rédiger un contrat de mariage avec un ami avocat. Quelque chose pour protéger les actifs familiaux. Sauf que j'ai trouvé quelque chose enfoui profondément dans les notes de référence du projet. Une mention d'une fiducie d'héritage familial que Victor avait créée il y a des années. Elle n'a jamais été répertoriée dans les impôts, jamais discutée ouvertement, mais elle existait, et elle était sous le nom de Victor, mais Caleb et 3 en étaient les bénéficiaires. C'est là que j'ai compris. Ce n'était jamais à propos du fauteuil roulant, de la blague ou même du silence. C'était pour protéger ce qu'ils pensaient être à eux. C'est pourquoi ils ont paniqué quand l'IRS a commencé à rôder. Parce que si l'audit trouvait cette fiducie, si les mauvais chiffres apparaissaient, ils seraient tous impliqués. Et ils savaient que j'avais des copies, des tableurs, des années de fichiers, même des registres manuscrits du garage de Victor. Je les avais tous scannés, certains avec sa signature, certains avec des dates et des montants en espèces qui ne correspondaient jamais au livre. Je n'avais pas encore envoyé ces derniers. Je les gardais. Je voulais voir qui essaierait de nettoyer le désordre en premier. 3 jours plus tard, quelqu'un l'a fait. Un avocat a contacté mon avocate. Elle a demandé si nous serions ouverts à une résolution privée. Pas de tribunal, pas d'IRS, juste un accord clair et une clause de confidentialité. Elle n'a pas dit d'où elle venait, mais elle a fait référence à la fiducie. Elle a dit qu'elle avait été involontairement exposée. Ils offraient de l'argent, pas beaucoup, juste assez pour essayer de me faire partir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait une copie de tout ce que j'avais. Je l'ai stocké sur 2 disques durs. L'un, je l'ai donné à mon avocate. L'autre, je l'ai envoyé par la poste à quelqu'un qui n'avait jamais vu venir, la fiancée de 3. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois, mais elle semblait intelligente, vive, le genre de femme qui lirait chaque ligne d'un contrat avant de signer quoi que ce soit. Je l'ai envoyé sans mots, juste une clé USB étiquetée « Demande avant de signer ». 2 jours après l'avoir reçu, 3 m'a envoyé un texto « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je n'ai pas répondu. Mais je savais qu'elle l'avait vu. Et je savais qu'elle poserait des questions. Et je savais que cette fiducie, celle qu'ils avaient tous gardée secrète, était sur le point de devenir la seule chose qu'ils ne pourraient plus cacher. Le texto de 3 ne m'a pas ébranlé. Je savais que ça allait arriver. Mais c'est ce qu'il n'a pas dit qui m'a tout révélé. Il n'a pas demandé si c'était vrai. Il n'a pas demandé ce que j'avais envoyé. Il le savait déjà ou elle lui avait déjà montré. C'était suffisant. Quelques jours plus tard, la mère de Caleb a appelé à nouveau. Je n'ai pas décroché. Puis sont arrivés les messages vocaux. L'un était en colère. Le suivant était tremblant, sa voix tremblait. Dans ce second message, elle a dit qu'il rencontrait un deuxième avocat. Quelque chose à propos de la restructuration de la fiducie. Quelque chose à propos de la fiancée de 3 menaçant de partir si elle n'obtenait pas une transparence totale. Puis elle a dit quelque chose d'étrange. Elle a dit, ça ne va pas affecter que les garçons. Ça affecte les petits-enfants. Ça m'a arrêté.
Je n'avais dit à personne que nous essayions, pas même à mes propres parents. La FIV n'était pas une certitude. Je rassemblais juste des informations, économisais lentement, faisais des prises de sang discrètement. Caleb ne savait rien, mais elle le savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Ce soir-là, j'ai fouillé dans mes sauvegardes de mai et je l'ai trouvé. Un rappel de rendez-vous d'une clinique de fertilité datant de plusieurs mois, envoyé à mon Gmail partagé. Celui auquel Caleb avait encore accès avant que je parte. Il avait dû le voir. Peut-être avant le dîner, peut-être après. C'est là que le calendrier a basculé pour moi. Et si la blague au dîner n'était pas juste un moment de cruauté? Et s'il s'agissait d'un message? Et s'il savait que je préparais quelque chose pour moi, quelque chose de séparé, quelque chose avec ou sans Caleb, et qu'il voulait m'humilier d'abord? Et si m'appeler une salope n'était pas juste une mauvaise blague? Et si c'était une question de contrôle? J'ai réfléchi à cela pendant des jours. Je n'arrivais pas à dormir. Je commençais à me réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant, vérifiant des serrures déjà verrouillées. Puis quelque chose d'autre s'est produit. Un matin, j'ai reçu une invitation de calendrier sur mon téléphone de Caleb. Juste un événement Google intitulé « Discussion 15 minutes ». J'ai presque refusé, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis présenté. Terrain neutre. Un restaurant à mi-chemin entre chez moi et l'ancien quartier. Je portais du noir. Pas de maquillage. Il était déjà là quand je suis entrée. Pâle, plus mince. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui voulait gagner. Il ressemblait à quelqu'un qui avait déjà perdu et qui espérait garder un morceau de l'épave. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous ne nous sommes pas serrés la main. Il n'a même pas dit pardon. Il a juste dit, ils ont peur de toi. J'ai dit, ils devraient. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit, ils vont me blâmer. Papa. Moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Il a dit que sa mère voulait qu'il me convainque de signer quelque chose qu'elle voulait faire avant que l'audit de l'IRS ne s'étende. Que Victor avait commencé à parler de retirer Caleb pour protéger la fiducie. Puis Caleb a dit que j'avais fait une erreur. J'ai levé les yeux vers lui. Il ne parlait pas de la blague. Il ne parlait pas des rires. Il parlait de moi. Il parlait du fait que j'étais l'erreur. Qu'il pensait que je serais facile à faire taire. Que je céderais. Qu'elle resterait. Et maintenant, j'étais la seule chose qu'il ne pouvait pas prédire. J'étais silencieuse, mais pas partie. J'ai quitté ce restaurant sans dire un autre mot. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de la fiancée de Troyes. C'était une seule phrase. Merci de m'avoir dit la vérité avant que je me marie dans ce désordre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. L'audit de l'IRS s'est étendu. Ce qui a commencé par quelques années de déclarations manquées s'est transformé en 2 décennies de revenus cachés, de contrats non déclarés et de paiements fictifs. L'entreprise de Victor n'était pas seulement louche, elle était illégale. Il pensait que ça s'arrêterait à une amende, peut-être un plan de paiement, peut-être une tape sur la main s'il blâmait une ancienne comptable mécontente. Mais ils ont continué à creuser. La fiducie est apparue. Ils ont essayé de la nier, mais elle était réelle, active et sous-déclarée. L'audit l'a connectée à des propriétés, des véhicules et de l'argent déplacé pendant des années sans aucune trace fiscale. La fiancée de Troyes est partie discrètement, a déménagé ses affaires une nuit. Puis elle a envoyé une copie du contrat de mariage à l'avocat de l'audit en charge de l'affaire. Elle a souligné la section que Caleb avait rédigée où il faisait référence à des actifs familiaux non divulgués publiquement. Il ne s'agissait plus seulement de cacher de l'argent. Il s'agissait maintenant d'intention, de planification, de fraude. Je n'ai pas envoyé tout cela. Elle l'a fait de son propre chef, et cela comptait. L'affaire est devenue criminelle. Victor a été mis en examen le premier, puis Caleb. Pas pour ce que j'ai envoyé, mais pour ce qu'ils ont essayé d'effacer après avoir su que je l'avais. Documents antidatés, reçus détruits, journaux d'accès du logiciel de leur comptable familial qui montraient quelqu'un se connectant pour ajuster d'anciennes entrées des semaines après mon départ. Ils n'ont pas été prudents.
Ils ne s'attendaient jamais à ce que le monde les regarde de trop près. Ils avaient l'habitude de s'en tirer. Victor a accepté un accord, a plaidé coupable pour éviter un procès. Il ne fera jamais de prison. Il est trop vieux, trop frêle maintenant. Mais ils ont saisi la fiducie, gelé les comptes, liquidé les actifs, la maison a disparu, les véhicules ont disparu, l'entreprise a fermé. Il vit maintenant dans un appartement d'une chambre. Sans ascenseur. Pas de fauteuil. Caleb n'a pas eu autant de chance. Son accord est assorti d'une probation et d'un casier judiciaire. Son crédit est ruiné. Sa carrière est terminée. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de travailler dans un entrepôt le mois dernier. Il n'a pas pu passer la vérification des antécédents. Il m'a envoyé un email une fois. Il a dit, « Je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin. » Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas allé aussi loin. C'est eux qui l'ont fait. Sa mère a eu une crise pendant la 2e année des procédures. Pas médicale, juste émotionnelle, du genre qui rend les gens petits. Elle a arrêté de parler à ses amis. Elle a déménagé chez sa sœur à 3 états de là. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. 3 est devenu silencieux. Pas de réseaux sociaux, pas d'appels. Je suppose qu'il attend que tout se passe. Peut-être pense-t-il qu'il se reconstruira un jour. Mais les gens se souviennent que leur nom est poison maintenant. Ça les suit. Quant à moi, je ne m'en suis pas sorti indemne. J'ai perdu du temps. Des années. J'ai perdu de l'argent. De la paix. Des nuits que je ne retrouverai jamais. J'ai perdu une version de moi-même à laquelle je ne reviendrai jamais complètement. La femme qui voulait tout réparer. Qui voulait être aimée par des gens qui la considéraient comme rien d'autre qu'une étrangère avec un chéquier. Cette partie de moi est morte au moment où il a ri. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. Le silence. Plus de caméras. Plus d'alerte. Plus de prudence. J'ai déménagé. J'ai trouvé un nouveau travail. Rien d'extraordinaire, mais paisible. Je vois à nouveau ma propre famille. Je parle à des gens qui demandent comment je vais et qui le pensent sincèrement. Et le fauteuil roulant. Je l'ai donné à un centre de réadaptation à 2 villes de là. Je n'ai pas mis mon nom dessus. Je l'ai juste laissé à l'accueil avec un reçu et un mot, donner ceci à quelqu'un qui préférerait ramper plutôt que de devoir au mauvais.